Merci beaucoup. Je vais aborder ces sujets sous un angle tout à fait différent et en partant de quelques expériences, oui, résultant maintenant quelques 25 ans dans le secteur culturel au sens institutionnel du terme, mais où j'étais à la fois acteur et observateur. La première évolution marquante qui me frappe quand on regarde cette période des 30 dernières années, c'est je dirais, le triomphe du culturel sur la culture. Je simplifie, où traditionnellement en France, il y a 40 ans, quand on parlait de la culture, on avait en tête essentiellement la culture lettrée, une certaine culture savante, en tout cas une conception assez élitiste de la culture. Alors que si on prend l'acception que ce terme a eu en Amérique, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est-à-dire plutôt le culturel, la culture, c'est au fond tout l'ensemble de représentations, de pratiques, de croyances d'une société donnée, sans idée de hiérarchie. Ces deux conceptions sont d'une certaine manière antinomiques. Alors, c'est une évolution qui a commencé dès les années 60-70 en France, avec un peu de retard, compte tenu justement du poids de cette conception, je dirais, d'origine aristocratique, quasiment de la culture. Une manifestation, par exemple, a été la création du Centre Pompidou, avec cette architecture qui se voulait l'antithèse, justement, du musée ou de l'institution culturelle classique, qui voulait évoquer l'architecture industrielle, donc la vie, si je puis dire, la vie ordinaire, et la création, l'instauration au sein de cet établissement, à la fois le Musée national d'art moderne, mais avec comme deuxième pilier ce centre de création industrielle qui était censé être le deuxième poumon du Centre Pompidou, l'ouverture sur les questions de société, et y compris celles qui n'avaient aucun rapport apparent avec l'art. Alors, c'était sans doute un peu trop tôt. Ce centre de création industrielle a été absorbé par le musée et est devenu en quelque sorte le département design du musée. Mais je le rappelle pour simplement montrer justement une certaine résistance en France à cet élargissement de la culture. Mais en fait, elle s'est imposée dans les années 80 sans que la première conception disparaissent. Quand on parle de la démocratisation de la culture, aujourd'hui, on parle principalement de l'accès aux grands musées, à l'opéra, etc. Et pas de la promotion du rap, du slam ou d'autres pratiques qui étaient considérées comme secondaires. Mais je dirais que malgré tout, la conception du culturel au sens anglo-saxon du terme, l'a emporté, puisque on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'activité humaine qui ne puisse être appréhendée sous l'angle culturel. J'ai été frappé par ce que disait Pierre Mongin tout à l'heure, quand la ville de Paris avait créé une sorte de musée, qui était un musée des égouts aussi, c'était pour aussi montrer que ces métiers avaient une histoire, qu'ils s'inscrivaient dans un contexte, qu'il y avait une profondeur historique d'une activité pourtant réputée vraiment à peine honorable. Et donc, ceci s'étend virtuellement à tout. Donc cette extension du culturel à tout ce qui est humain, c'est aussi, sur le plan économique, évidemment, une donnée fondamentale. Lorsque vous évoquiez la publicité allemande, effectivement, le message implicite, c'est allemand, donc ça marche, c'est solide, ça va durer, etc. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir la publicité parodique que Renault a faite. Mais plus fantaisiste, mais nous, on est encore meilleur que les Italiens, etc. Bref, on joue sur des stéréotypes culturels, mais avec des enjeux de part de marché qui sont, eux, très clairement économiques. Alors j'ai dit, pour la France, c'est important d'avoir cette double vision, puisqu'on peut promouvoir une économie de la qualité
dans une économie mondialisée, soit en se rattachant à cette idée de, justement, de la France, pays raffiné, pays de l'art de vivre, Louis XV, etc., qui continue de fasciner dans certaines régions du monde, moins aux États-Unis, comme c'était le cas au 19e, au début du 20e, clairement en Chine ou dans d'autres marchés, ou la deuxième approche, plus culturelle, qui oblige évidemment à s'intéresser, à appréhender la culture locale et ses aspirations, ses interdits, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point qui me paraît majeur si on regarde avec un petit peu de perspective les 2 ou 3 dernières décennies. Alors, Amaya, vous m'avez plutôt incité à prendre l'exemple des métropoles, ou de la déclinaison de cette approche au niveau des grandes villes. Alors, prenons plusieurs exemples. Paris, dans les années 70 et 80, a véritablement fait de la création ou de la recréation de grandes institutions culturelles dans des quartiers réputés périphériques un moteur majeur, peut-être même le moteur essentiel de son développement urbain et de son rééquilibrage à l'Est. C'est évidemment le cas alors le centre Pompidou, lui, est en plein centre, évidemment. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais il a pris la place d'un quartier qui avait été rasé avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait une sorte de vide. Mais qu'on prenne la Villette, la Bastille ou la Bibliothèque nationale, enfin le site Mitterrand, la bibliothèque de la BNF, on est dans cette approche centrée sur de très très grandes machines qui, sur le plan d'ailleurs de la transition écologique, présente quelques inconvénients, on va dire, mais qui ont enclenché autour d'elle une dynamique urbaine nouvelle. Bon, que je constate encore très largement en cours de réalisation autour de la bibliothèque, mais dans une dimension qui prend beaucoup plus en compte la notion de qualité de la vie, qualité de l'environnement, par rapport à une démarche très autoritaire, on va dire, et presque impériale. Exemple de cela, ce qui a été fait avec beaucoup de subtilité et d'intelligence autour des grands moulins de Paris, qui donc ne sont plus, évidemment, le lieu où on fabrique la farine pour avoir la baguette du pain frais le matin, mais une université. Et c'est une réalisation absolument magnifique. Vous avez peut-être visité un peu, où véritablement, et que les étudiants respectent. Le contraste entre certaines universités faites un peu à l'économie dans les années 70 et le respect des grands moulins est tout à fait frappant. Alors, au cours et vous avez peut-être vu aussi la controverse qu'il y a eu autour de ce qu'on appelle la halle Fraissinet, qui est un bâtiment aussi l'architecture industrielle, qui a été classé à côté de la gare d'Austerlitz, un peu un conflit entre la ville et l'État, mais ça participe de cette même démarche d'une conception de la rénovation urbaine où la dimension culturelle est présente à tous les stades, à la fois dans les contenus, les projets, mais aussi dans le respect de l'histoire du lieu, de sa stratification, avec le risque, bien entendu, de conduire à la muséification des choses, qui serait de l'extrême opposé. Alors, j'ai été amené à participer, j'ai été conduit à participer à des projets qui n'ont pas toujours abouti en Asie, en Chine et à Singapour, où c'est un peu plutôt le modèle Guggenheim qui fascinait. L'idée que l'implantation d'une grande institution culturelle qui est une marque, ça aussi c'est une évolution récente. Nous avons avec le Louvre, avec le mot Louvre ou Orsay ou autre, une marque, un capital immatériel. Donc c'est Guggenheim qui est le premier à avoir développé avec ses moyens une stratégie en ce sens. Donc j'ai participé. Alors j'ai pu voir par exemple le contraste entre Shanghai, Hong Kong et Singapour. C'est intéressant parce que Hong Kong est la ville qui a sans doute senti la première
l'importance justement de se donner une dimension culturelle, mais sans très bien, mais dans une approche de marché, c'est en mettant en concurrence Pompidou, le Guggenheim, Orsay, faites-nous des projets, etc. Sans en percevoir tous les tenants et aboutissants. Et Hong Kong est une ville qui a, on peut dire, détruit à peu près tout, l'essentiel, ou 99% de ce que lui avait légué la période coloniale. Et donc des villes qui sont parties un tout petit peu après, comme Singapour ou Shanghai, ont compris justement qu'en faisant ce qui se faisait partout ailleurs, certes, des gratte-ciel, on enrichissait sans doute, c'était de bonnes affaires pour les promoteurs, mais quelque part, il y avait une perte de symbolique, une perte de capital immatériel. Et donc, à Singapour, il y a toujours des projets absolument pharaoniques d'extension de la ville, mais qui ne se font pas au détriment de la partie historique, donc qui garde son apparence. Et Shanghai, qui a en quelque sorte une décennie de décalage par Hong Kong, même si la pression y est très forte, a aussi cette intelligence de conserver, même si la période coloniale a été vécue par les Chinois comme une humiliation, le fait de garder à l'ancienne concession française ou au fameux quai, au Bund de la concession internationale, son apparence historique, c'est ce qui va distinguer Shanghai de toutes sortes d'autres métropoles chinoises qui ont fait table rase du passé. Et une fois qu'on a fait table rase du passé, il est quasiment impossible de le reconstituer. Donc là, je dirais qu'il y a une convergence entre une conception plus respectueuse des choses et l'économie, parce que malgré tout, ces mouvements sont liés au développement économique. Il faut peut-être que je m'arrête, je serais surpris, étant aujourd'hui à Tada Benef, je disais pas un mot du numérique et de la transition écologique, mais juste un mot, juste pour peut-être lancer le débat. Si les Chinois consommaient autant de papier que les Japonais, il n'y aurait plus de forêt sur la planète. Donc c'est aussi pour dire que la transition numérique est liée à ces enjeux écologiques, même si on n'en est pas vraiment conscient. Elle pose toutes sortes d'autres problèmes, bien entendu, mais il y a aussi cette dimension que je voulais signaler, parce que je crois que si on regarde les choses à l'échelle globale, notre discours sur le bon vieux livre papier, l'encre qui sent si bon, le bruit des pages, auquel je suis très sentimentalement attaché, il faut le regarder aussi dans cette perspective. Et bien sûr, je défends les livres, et tous ceux qui sont produits depuis des siècles, nous les conservons religieusement jusqu'à la fin des temps, et j'espère qu'ils en produira encore beaucoup. Merci beaucoup.